un référentiel de contenu qui a vocation à être publié sur plein de supports différents. On sait tous qu'aujourd'hui, un site internet, il est encore vu majoritairement sur un écran d'ordinateur, mais on sait tous aussi que demain, il sera vu sur tout un tas d'objets, vous en avez tous dans les poches, il y en aura plein d'autres dont on n'a pas imaginé l'usage aujourd'hui. Donc c'est très important que cette séparation contenu-présentation, elle aille jusqu'à pouvoir pousser le contenu sur des supports de présentation nomades, complètement dissociés de l'écran en fait, de l'ordinateur. Pourquoi l'open source dans le CMS? Il y a un site qui s'appelle CMX Matrix, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est assez sérieux, en ce moment en tout cas, sur la veille technologique qu'il fait sur les solutions de gestion de contenu. 961 projets. Il y en a encore beaucoup plus si vous allez dans les sources longes. Disons que parfois certains sont ce qu'on appelle nous dans notre jargon des abandonware, c'est-à-dire des codes laissés dans la nature, qui n'évoluent plus. En tout cas, sur ces 960 projets, plus de 80% sont libres et ou open source. Je ne vous fais pas le distinguo, on n'est pas là pour discuter religion, mais en tout cas, ils sont dans notre périmètre. Et finalement, les produits propriétaires, si vous vous souvenez, les vignettes, les documents de Bloom dans un autre contexte, n'ont pas réussi à maintenir un avantage compétitif. D'abord en termes de couverture fonctionnelle, il faut rien de plus. Et ensuite, en termes de coût de licence, ils sont restés extrêmement prohibitifs. Les WebSphere, les SharePoint. Et puis, il y a quand même quelque chose qui vibre, une logique relativement cohérente et commune entre la façon dont les CMS open source se sont constitués et diffusés et le logiciel libre lui-même. C'est-à-dire qu'ils se sont agrégés sur une période de temps qui est en gros 96-2005, en utilisant la logique même de l'open source, c'est-à-dire en se diffusant dans des réseaux, chacun apportait une couche fonctionnelle supplémentaire, c'était redistribué, ça utilisait quand même des technologies qui restent, hein, c'est assez rare quoi, que ça tienne le route pavé pendant aussi longtemps. Linux, Apache, MySQL, PHP, ça reste quand même un truc assez dominant, donc c'est resté ça, et puis ça s'est diffusé comme ça. Et vous aviez une cohérence et une convergence naturelle. L'intérêt évidemment aussi d'utiliser l'open source dans un CMS, c'est que passer d'un CMS open source à un autre CMS open source, c'est relativement simple. Et c'est pas trop consommateur de ressources, de temps, d'argent. Alors que dans un CMS propriétaire ne vous garantit absolument rien en termes de format. Et puis vous avez également l'évolution du marché des intégrateurs de l'open source lui-même, puisque depuis l'épopée des STIP, on les a liés au fond 4 développeurs dans une association. On est allé vers des fondations qui, comme celle de Drupal par exemple, sont en capacité de lever 10 millions de dollars du jour au lendemain, de se constituer en communauté avec une force de frappe quand même assez certaine. Vous avez une structuration du marché de l'open source sur autre chose que de l'associatif, on va dire, et un tiers de confiance, une agora au hasard, et il y en a d'autres heureusement, qui vous apporte un modèle de réassurance. Donc, je crois que c'est de toute façon dans notre expérience quotidienne, et puis le marché d'une certaine façon a tranché, mais la conviction que nous porte, c'est que le marché et l'avenir des grandes solutions de gestion de contenu et des grandes solutions de framework d'ECM, donc de gestion de process d'entreprise, est passé et passera par l'open source. Donc nous, on a constitué cette offre en 1994, il n'y avait pas de solution CMS construite. Alors là, bon, pour les plus anciens, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, mais il me semble que c'était Vignette et PHP New, presque en même temps que Speak, les grands ancêtres. L'idée, hein, ça s'est fait assez naturellement, j'en ai déjà parlé, c'est que comment est-ce qu'on sort des éditeurs, enfin de la construction du code HTML avec le Notepad ou le VI pour les plus courageux, et même avec les outils qui permettaient de faire de l'HTML plus facilement, le header et les front pages. Il faut savoir qu'il y a encore de grandes structures, on en a vu il n'y a pas si longtemps, qui gèrent des sites d'une taille dont vous n'avez pas idée, avec une série de pages HTML construites avec Notepad. Donc ça veut dire que, allez, on les balance, c'est BNP Personnel Finance, on vous avez hier, et donc ils ont 100 personnes qui entretiennent l'ensemble des sites CTLM, et c'est que de l'HTML fait avec Notepad. Ouais, pardon, c'est un peu compliqué quand même, quoi, vous imaginez. Donc ça existe encore. Mais c'est quand même venu assez vite l'idée qu'il fallait qu'on en sorte. Nicolas Quéneau, notre expert Drupal, nous rejoint. Et l'idée était donc de bien séparer les phases de création et les phases de maintenance. Et donc on a commencé par organiser les contenus dans des bases de données, donc séparer contenu de présentation et ligne naturellement comme conséquence. Et puis scripter et proposer des solutions logicielles qui permettaient d'utiliser ces scripts.
Les grandes solutions open source ont été matures, je dirais, à partir de 2003, et on a des cycles qui sont relativement longs. Quand on y réfléchit, on va vous présenter un Drupal qui explose depuis 18 mois, mais dont la création remonte à 2001. Donc vous avez parfois des produits qui mettent un certain temps avant d'arriver à un niveau de maturité. CMS ou portail, donc, je le disais, hein, la tendance est à la convergence, mais cette différence sémantique que j'utilise, c'était l'idée vraiment de séparer les solutions qui avaient uniquement pour vocation d'intégrer des processus, des contenus, des transactions qui viennent d'un peu partout dans le système d'information, et les solutions qui géraient comme des CMS historiques. Et d'ailleurs, certains sont restés dans cette logique-là, on en parlera, c'est un de nos critères de choix. Uniquement le contenu qu'elles géraient eux-mêmes. C'est-à-dire, était capable d'organiser ce qui était dans sa propre base de données. Donc ça pose une différence certaine. Les caractéristiques communes de l'ensemble des solutions CMS et portail, je reviendrai après sur la différence entre les deux. Ça, c'est un peu le gros morceau fonctionnel dont on va parler. Bon, d'abord, ils sont tous 100% client léger, c'est-à-dire que les solutions de gestion de contenu doivent être accessibles uniquement avec un navigateur. Évidemment, Firefox. Par incidence d'ailleurs, puisque je parle de ça maintenant. Dans le chemin critique des projets d'intégration de CMS, l'intégration graphique a tendance à devenir de plus en plus, finalement, le maillon le plus délicat et celui qui va déterminer la réussite du projet. Pour au moins 3 raisons. D'abord, les navigateurs ne convergent pas en termes de normes, et on a notre ami Internet Explorer qui fait tout ce qu'il faut pour que ça ne converge pas. Donc l'intégration IE6 et l'intégration IE7, c'est 2 travaux différents, séparés, qu'il faut faire 2 fois. Et le lead, ça fera 3. Et puis il y a Firefox, et puis il y a Safari, et puis il y en a d'autres. Et tout ça a du mal à converger, et tout ça est même poussé vers la divergence. Vous avez une intégration graphique, si vous voulez, un rendu strictement identique, qui peut être fait plusieurs fois. Donc c'est vraiment devenu un métier dans le cycle des web agencies, d'avoir ce côté intégration. Ensuite, l'accessibilité, d'abord c'est une obligation légale pour ceux d'entre vous qui sont dans la fonction publique. Mais ensuite, on sait bien que d'être XHTML strict, d'être CSS2 strict, ça vous aide pas seulement pour être norme, ça vous aide à être mieux référencé, ça vous aide à avoir un contenu plus propre. Donc il y a une grande attention à porter là-dessus. On a mené des chantiers dits OR, c'est-à-dire les 92 critères de la DGME sur le label Accessible Web. C'est très compliqué d'avoir un site label OR ou WebSource complètement accessible. C'est très compliqué, surtout si vous êtes sur des graphismes tels qu'on les faisait avant, c'est-à-dire assez narratifs, assez lourds finalement, assez significatifs. Mais troisième raison, et ça nous aide, l'évolution quand même du web tel qu'on la vit tous ensemble, y compris tel qu'on la consomme, nous comme internautes, tout ce qu'on appelle le Web 2, c'est un graphisme au service du contenu. Je le résume avec cette phrase-là. Je pense que c'est assez important, y compris dans vos préconisations, dans vos travaux avec les agences, d'essayer d'obtenir le plus possible un accès immédiat. On parlait de la règle des 3 clics, on parle de la règle des 2 clics aujourd'hui. Et un site web finalement immédiatement utile. Je crois qu'on est tous, encore une fois comme internautes, plus séduits par les sites qui nous restituent une information. Donc ça a des conséquences sur la gestion du contenu, comme la navigation sémantique, j'en parlerai. Et ça a également des conséquences sur le graphisme qui doivent en être le plus possible effacé, cristallin, au service. L'intégration et la création graphique finalement font un retour en force dans le cycle de vie des logiciels. Paradoxalement, au fur et à mesure que les solutions de gestion de contenu sont matures, c'est pas tant sur le déploiement des workflows, on va avoir des difficultés, mais dans le cycle de vie d'un grand projet CMS, c'est sur les aspects conduite du changement et organisation du travail, puis sur les aspects création, intégration et maîtrise du graphisme. Finalement, 2 points qui pourraient paraître connexes, qui par expérience pour nous sont ceux qui vont déterminer la réussite du projet ou pas. Le reste étant une affaire d'intégration. Voilà, donc utilisation d'interface web. Le principe fondateur, j'insiste là-dessus, c'est donc d'avoir ce qu'on appelle des sites dynamiques, une séparation complète entre contenu et présentation, donc des architectures M-tiers, et un contenu entièrement stocké en base de données. Donc une grande pérennité quand même de votre investissement documentaire. Et ça c'est aussi l'intérêt des sites dynamiques par rapport à un site statique, c'est que vous pouvez le porter d'une solution de gestion de contenu à une autre, mais au-delà, vous avez sur une norme qui est généralement le SQL, l'ensemble du référentiel de l'entreprise ou de la structure, qui est archi